Bonjour Jeune Afrique. Donc aujourd'hui, nous avons traité le sujet des transports. Et si comme moi, vous voulez comprendre tous les enjeux socio-économiques de ce domaine, je vous conseille vivement de regarder cette interview jusqu'à la fin. Donc ce sujet a été traité avec un jeune ingénieur qui travaille dans le domaine du ferroviaire et qui nous a expliqué quels sont les enjeux qu'on peut retrouver dans ce domaine. Et c'est un jeune qui travaille dans une grosse boîte de la place qui se trouve en France et qui pilote des projets un peu partout dans le monde. Donc, je ne vais pas vous en dire plus parce que franchement, l'interview est très nette, très précis et très claire. Je vous conseille vivement de le regarder jusqu'à la fin, de partager la vidéo, de vous abonner et de nous donner des points d'amélioration en commentant, en donnant votre point de vue. Donc, merci, regardez jusqu'à la fin et bon visionnage. Bonjour Monsieur Diène. Bonjour Monsieur Diallo. Donc, nous vous recevons sur la chaîne YouTube African Economy Matters, donc qui veut dire l'économie africaine compte. Cette chaîne a pour objectif de traiter des enjeux géopolitiques de l'Afrique dans les domaines de la technologie, de l'économie et de tous les domaines qui participent à l'émergence de l'économie réelle du continent. Et on vous reçoit dans le cadre de notre programme qui donne la parole à la société civile. Donc, naturellement, je vais vous demander de vous présenter et de nous présenter votre parcours. Tout d'abord, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Moi, c'est Abdou Chakour Diène. Pour vous parler un peu de mon parcours, je suis originaire de Dakar, Dakar Plateau notamment, où j'ai fait plusieurs écoles. J'ai été à Notre-Dame, franco-sénégalaise, Sacré-Cœur, Cathédrale, et j'ai eu mon bac S1 en 2013. Je suis ce qu'on peut appeler un boy town communément. Par la suite, je suis venu en France où j'ai entamé mon DUT en génie électrique. Puis j'ai intégré une école d'ingénieur en alternance jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Et également, ça fait 6 ans que je suis dans le monde du ferroviaire. C'est dans ce monde-là que j'occupe mon poste actuel qui touche un peu à l'innovation et à l'aide à la maintenance. D'accord. Et du coup, notamment la partie innovation qui est très intéressante, je pense qu'on y reviendra. Et moi, ce qui me plaît sur votre profil, c'est que franchement, j'ai vu votre CV sur LinkedIn et on se connaît aussi. Donc, pour la plupart du temps, en fait, vous y étiez dans de grosses boîtes. Et moi, étant un jeune Sénégalais qui est venu en France, qui a su côtoyer certains Sénégalais qui ont réussi ou certains Africains, je sais que ce n'est pas facile de pouvoir être dans ces grosses boîtes. Donc, du coup, qu'est-ce qui est la force de caractère qui vous a donné l'ambition et aussi, c'est un challenge, tu vois, et la facilité de pouvoir intégrer ces boîtes et de pouvoir être parmi ceux qui font bouger, je peux dire le monde parce que vous pilotez des projets qui sont partout dans le monde, ce qui font bouger le monde du ferroviaire en France et notamment dans le monde. Bon, tout d'abord, je pense que je n'ai pas de mérite à cela. C'est juste un concours de circonstances qui a fait ça. Bon, d'une part, il y a ma motivation. J'ai toujours été motivé à intégrer de grosses structures dans le monde du ferroviaire. Donc, je ne postulais que dans ces structures-là. Et d'autre part, lorsque j'avais la chance d'avoir un entretien, je mettais le paquet, si on peut le dire comme ça, pour étaler ma motivation, avoir une communication claire autour de mes compétences et de là où je veux me projeter avec l'entreprise. D'accord. Donc, vraiment, c'est ça. Non, franchement, c'est vraiment saluable et je tenais à le rappeler. Mais juste une petite, j'aimerais que vous me donniez une anecdote. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait tant d'écoles à Dakar? Parce que ça, c'est assez bizarre. En général, c'est les mauvais élèves qui le font. Non, je n'étais pas un mauvais élève. En fait, c'était au gré des déménagements qu'on faisait. Et souvent, c'était des écoles où, quand le cycle s'est terminé, il fallait entamer un autre cycle qui ne se faisait pas. On changer d'établissement. C'était globalement ça. Mais je n'étais pas un trop mauvais élève. Ok, vous avez fait S1, ça en dit long. Ça en dit long. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons plus partir dans le constat, en fait, sur la partie ferroviaire. On voit que le plus grand réseau ferroviaire en Afrique se trouve en Algérie, donc avec 4735 km.
suivi de celui de l'Angola avec 2199 km. Notre cher pays, donc le Sénégal, avec sa ville qui est connue, la ville de Thiès, Benedek Nyarigar, alors qu'on compte que 683 km. Donc, d'où ma question, quel est l'intérêt économique et social de l'élargissement de ces réseaux ferroviaires en Afrique? Et avant de traiter de sujet, pour ceux qui ne comprennent pas ce domaine, pouvez-vous nous parler du ferroviaire en général et dresser un état des lieux de solutions en Afrique, et notamment au Sénégal? Ok. Bon, je ne suis pas un expert des transports, mais je vais essayer de faire au mieux. Hmm. Je vais commencer par parler de ce qu'est un moyen de transport, parce que le ferroviaire, c'est un moyen de transport. La vie quotidienne est rythmée de personnes vaquant à leurs occupations grâce à des déplacements. Euh, c'est dans ces déplacements-là que s'inscrit le ferroviaire également. L'économie mondiale est aussi entretenue par la libre circulation des biens et des personnes. Et ça à travers plusieurs canaux. Il y a le canal routier, ferroviaire, fluvial, maritime, aérien, par conduite également avec les tuyaux, pétrole, les oléoducs, les gazoducs, les pipelines. Globalement, c'est ça, c'est un moyen de transport, le ferroviaire. Quel type de moyen de transport c'est? C'est un moyen de transport guidé associant une voie ferrée et des véhicules tractés par un engin à moteur. C'est une définition assez simple de ce qu'est le ferroviaire. Il y a différentes technologies, bien entendu. Il y a les technologies un peu plus urbaines et d'autres. Parmi les technologies urbaines, je parlerai du métro notamment, du tramway, du tram-train, et les autres, on a le TGV et le TER. Maintenant, attaquons-nous un peu au ferroviaire en Afrique. Le transport ferroviaire en Afrique est relativement peu développé, avec une longueur de ligne en exploitation qui est de 50 000 km, soit 5% du total mondial. Comparativement, la France a une longueur de ligne de 30 000 km. Donc la France, 30 000 km, un pays. Un continent, l'Afrique, 50 000 km exploitables. Donc, franchement, juste pour pouvoir vous couper, en fait, ça, c'est vraiment déplorable, sachant que la France, ils ont éliminé 10 000 km de lignes de chemin de fer. Donc, ils étaient à 40 000 dans les années 90, 80. Donc, du coup, c'est vraiment, franchement, ça me choque quand même. C'est assez choquant. Bon, on reviendra sur les causes et un peu plus dans le détail durant l'interview. Mais bon, c'est vrai que c'est à pointer du doigt. Notamment, nous, on représente 15% de la population mondiale et 22% de la superficie mondiale. Donc, vous voyez quel problème, à quel problème nous faisons face. La situation actuelle des infrastructures ferroviaires est très mauvaise dans de nombreux pays africains. Cette lacune a réduit le potentiel des systèmes ferroviaires africains à jouer un rôle actif dans le développement économique. Ça, il faut qu'on se le dise. Je vous donne d'autres chiffres pour vous expliquer cela. Le nombre total de lignes ferroviaires en Afrique est de 82 000 km. Les lignes ferroviaires opérationnelles sont de 80% de ce total-là, d'où les 50 000 km. Donc, il y a 20% de ces 82 000 km-là qui ne sont pas exploités, qui sont vétustes, Voilà. Donc ça, c'est un problème. Et avec cette transition, nous en venons au ferroviaire au Sénégal. Notre cher Sénégal, les chemins de fer là-bas, bon, ça a été un peu abandonné pendant un bon moment, pendant longtemps. Nous avons deux principales lignes de chemin de fer. Une ligne qui va à Méré pour l'exploitation des mines de zircon en passant par Thiès, et la grande ligne de Dakar-Bamako. Bon, je vais en venir sur votre question, les impacts socio-économiques en Afrique de ce secteur-là. Ça s'inscrit dans le secteur du transport notamment. Les progrès de l'humanité rythment avec l'histoire des transports. Vous voyez la création de la route, du moteur, etc. Donc, c'est intimement lié. Le secteur de transport peut accélérer et intensifier les échanges en Afrique, notamment dans le commerce international, l'internationalisation des échanges, la transnationalisation des échanges et la globalisation des échanges. Selon une étude de la Banque mondiale, notre économie au Sénégal, tenez-vous bien, perd environ
une centaine de milliards de francs par an du fait de la médiocrité de la mobilité à Dakar, qu'à Dakar, la Ah, capitale. d'accord. Franchement, ça c'est énorme. Sachant le besoin qu'on a dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du financement, ça c'est vraiment un manque à gagner et qui est énorme. Bien sûr, donc ça se répercute fortement sur les autres secteurs de l'économie. Mm. Il y a aussi un volet environnemental qui est à tenir en compte parce que c'est beaucoup plus éco-friendly, disons. Le TER de Dakar, il polluerait 5 fois moins qu'un véhicule routier dans une agglomération qui représente 0,3% de la superficie nationale. Donc, Ça, c'est on est énorme. C'est que- énorme. Et du coup, je vais juste rebondir sur cette partie, sur deux parties en soi. Par exemple, vous, j'ai su qu'en fait, vous avez une fibre entrepreneuriale. Et on va en discuter, mais là, je vais juste brosser cette partie. Quand vous avez entendu que le Sénégal se remet dans ce domaine, qu'est-ce que ça vous a fait directement? Je pense que vous avez dû penser à des milliers, je ne vais pas dire des milliers, mais bon, 10 ou 2 projets qu'on pourra développer au Sénégal. Et aussi sur la partie éco-friendly, sachant que pour la plupart au Sénégal, on utilise toujours le pétrole pour pouvoir alimenter en électricité certains foyers, et même genre le train, je pense que ce sera dans ce même optique, sachant qu'on a le soleil et pourquoi pas franchement utiliser ça directement. Que pensez-vous de ces deux aspects? Une première entrepreneuriale et la dernière qui est plus axée sur la partie éco-friendly. Ouais. Je vais commencer par la partie entrepreneuriale. Il y a beaucoup d'organismes actuellement en Afrique, au Sénégal, qui favorisent l'entrepreneuriat sur des secteurs comme la vente, le commerce, l'éducation, la santé et autres. Donc, c'est quelque chose qui est favorisé. Il y a un coup de boost qui est donné par rapport à des orientations politiques comme la division de l'entrepreneuriat rapide, des choses comme ça. C'est bien, mais il faut en faire plus. Il faut faire confiance à nos entrepreneurs. Il faut leur donner des marchés de l'État. Il Mhm. faut les supporter. Il faut, voilà, même s'ils font des échecs au début, c'est normal. Il Très faut, normal. ouais, qu'on les supporte, qu'ils aillent jusqu'au bout avec une aide qui est adaptée. La partie énergétique que vous avez brossée également, c'est un problème au Sénégal. On y répond de manière ponctuelle parce on arrive à générer l'électricité qu'il faut, même si la distribution est un peu plus compliquée. On arrive à générer l'électricité dont on a besoin, Mhm. mais on pourrait optimiser cela en utilisant nos ressources naturelles comme le soleil et le vent, les barrages, notamment il y a le barrage de Diama et Manantani, Mhm. mais ne pas bloquer les populations pour qu'elles-mêmes puissent mettre en œuvre ce genre de choses-là. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, vous n'avez pas possibilité d'être autonome au niveau énergétique à 100%. Donc, Mhm. vous ne pouvez pas mettre des panneaux solaires chez vous, être autonome, ne pas dépendre de la Sénélec, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment aberrant, je trouve, au Mhm. 21e siècle. Vraiment d'accord. Et vu les défis actuels, c'est déplorable. Je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. Donc, du coup, en fait, vous avez parlé des technologies qu'on retrouve dans le train. Notamment, il y a les caténaires, il y a les moteurs qui se trouvent dans les roues. Et il y a pas mal de technologies embarquées dans un train. Et du coup, d'où ma question, parmi ces technologies citées, lesquelles pensez-vous être à la portée du continent africain et une technologie qu'on pourra, par exemple, fabriquer en Afrique et vendre aux multinationales? Oui. Pourquoi se restreindre, j'ai envie de dire? Il n'y a pas de technologie qui nous soit inaccessible. Il Mhm. faut juste faire les efforts qu'il faut pour suivre l'évolution du ferroviaire, que ce soit une orientation politique claire. Mhm. Okay. Pour vous donner une vision sur la faisabilité de ces choses-là, on a l'implantation des multinationales dans le ferroviaire en Afrique actuellement. Pour ne citer que cela, je parlerai d'Alstom, Bombardier, Siemens, CRRC. Ils sont implantés dans des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud, etc. Ils ont des marchés un peu partout en Afrique, notamment Alstom avec le Sénégal et autres. Donc, le défi serait le transfert technologique par rapport à ça. Donc, s'approprier ces technologies qui nous sont venues d'ailleurs Mhm. et pouvoir les mettre en œuvre ou les améliorer. Ce défi, ceux qui l'ont réussi brillamment, c'est la Chine. Mhm. Notamment, j'ai parlé de CRRC tout de suite. CRRC,
société d'État sous contrôle direct du gouvernement de la République populaire de Chine et c'est le numéro un mondial du ferroviaire. Donc, c'est déjà quelque chose. Et ce, dû à une orientation politique à cause du rapport à la fabrication du chinois, dû en grande partie à leur mentalité héritée de l'histoire, notamment du grand bond en avant. Donc, eux, même si ils ont fait face à des échecs, ils ont une mentalité d'appropriation de technologie qui fait qu'ils en sont là aujourd'hui. Et c'est ces défis-là que nous devons relever. Là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais le problème, c'est juste que, est-ce qu'on a cette mentalité d'appropriation technologique? Et aussi, est-ce que nos gouvernements, ils œuvrent dans ce sens? Parce qu'on voit que, par exemple, il y a pas mal de projets qui ont été développés en Afrique, notamment au Sénégal aussi. Et pourtant, en fait, la technologie n'est pas restée. Donc, du coup, c'est des entreprises multinationales qui sont venues, qui ont fait les travaux, ils sont partis avec la technologie. Donc, du coup, ça, quelle politique on doit mener pour pouvoir être comme une petite Chine, quoi? Ou une grande Chine, parce on est l'Afrique, on est plus grand que la Chine. Oui, vous avez parfaitement raison. À mon humble avis, je pense que là, tantôt j'ai parlé d'orientation politique claire. Par orientation politique claire, je donnerai un exemple, je ne suis pas un expert des contrats, mais c'est lors de l'implantation d'une de ces multinationales dans un pays pour un projet donné, dire à un horizon de 3 ans que 70%, voire 80% de leurs effectifs cadres, par exemple, doivent être des gens de ce pays-là. Donc, eux, ils mettront en place des choses pour le transfert technologique, pour la formation des jeunes et autres, dont on pourrait bénéficier par la suite. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on pourrait mettre en œuvre. Et un appel aux politiciens à nous aider, à les aider, à négocier un peu mieux les contrats, à nous aider à nous approprier ces technologies-là et qu'on puisse aller de l'avant. Ça c'est sûr. Et du coup, en fait, j'ai fait une remarque, notamment sur toute la ligne du ferroviaire. En général, sur la partie électricité, on a Engie. Sur la partie des trains, on a Alstom. Donc, en gros, sur tout le projet, on n'a que des entreprises multinationales. Donc, du coup, c'est pour rejoindre ce point dont vous disiez tout à l'heure. Donc, du coup, comment, en fait, ces entreprises vont faire du transfert et comme ça, en fait, tous ces projets seront faits plus tard, peut-être dans 5 10 ans, par des jeunes Africains qui pourront piloter ces projets. Et aussi, il y a un problème de coût. Parce que quand une entreprise multinationale investit ou bien fait partie du projet, en général, les coûts sont assez chers. Et du coup, je pense que ça pourrait freiner cette hausse des coûts qu'on note notamment dans la partie routière, notamment sur notre autoroute à péage qui est assez chère. Les Sénégalais se plaignent assez souvent. Donc, du coup, je pense que ça pourrait être intéressant de briefer cette petite partie. Je vais commencer par ce par quoi vous avez commencé. Les entreprises qui sont dans ce projet-là, notamment Engie, SNCF, Alstom, etc. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un petit transfert technologique qui se fait parce que l'APIX joue un rôle non négligeable dans cela. Il y a aussi la CTR, c'est un organisme étatique qui est créé pour l'exploitation de ce TER-là. Donc, pour la reprise, je pense qu'on est bien outillé actuellement, même si c'est des entreprises qui sont un peu chapeautées par la SNCF, notamment Keolis et j'en passe. Mais bon, on a un petit transfert technologique qui s'est fait là. Au niveau des coûts également, vous en avez parlé. Bon, certains sont justifiés parce que les technologies mises en œuvre dans le TER sont assez avancées. Ça, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. Mais également, on manquait d'infrastructures ferroviaires adaptées. Donc, on a dû mettre en œuvre tout ça. Donc, je ne dis pas qu'ils sont justifiés à 100%, mais ils sont assez compréhensibles aussi. OK. Et du coup, je vais revenir sur les cas du Sénégal. En mon sens, il y a plusieurs problèmes dans plusieurs domaines, notamment dans la santé, dans l'éducation, dans les denrées de première nécessité. Donc, on ne fait qu'importer. Et du coup, pensez-vous que le domaine des transports puisse impacter positivement le développement de ce pays en ne freinant pas ces secteurs que je viens de citer, donc l'éducation, la santé, voilà, tout ça. Je pense que toutes ces problématiques sont intimement liées. Je vais commencer par vous donner quelques chiffres des secteurs du transport. Au Sénégal, le nombre de déplacements quotidiens est de 7,2 millions. La part des déplacements en transport en commun à Dakar est de 80%.
la part des déplacements à pied est de 70%. À pied, je vous dis. C'est énorme, mais c'est bon pour la santé quand C'est même. énorme. C'est bon pour la santé, mais bon, on n'est déjà pas en bonne santé, on me dirait. Mais bon. On est 16 millions de Sénégalais et 70% de nos déplacements se font à pied. Il y a un problème. Il y a un On a un problème, ça, parc c'est de sûr. bus national qui s'élève à 2200 bus. Donc, ça soulève pas mal de problématiques. Notamment, pour parler des secteurs que vous avez cités tout de suite, il y a la décentralisation qui peut être faite, la déconcentration, parce que Dakar est une ville très engorgée, avec une population très dense, et des transports adaptés pourraient permettre aux gens d'habiter un peu plus loin et de venir travailler à Dakar, ou bien des entreprises de s'exporter vers des zones rurales. Il y a la fluidification de la circulation. Mhm. Les embouteillages à Dakar, c'est dense, c'est Là, c'est une terriblement catastrophe, hein. frustrant. C'est une galère, comme vous dites. Favoriser les transports ruraux. Mhm. Favoriser les transports ruraux, ça peut faire que les jeunes de ces zones rurales-là se retrouveront un peu mieux dans notre cher Sénégal, qui fera que l'exode rural sera diminué, mais aussi l'immigration clandestine, des choses comme ça. Donc, en leur donnant accès à des services et à des marchés sur place, également, un transport comme le ferroviaire améliorerait la qualité de l'air. Moi qui suis asthmatique, je peux vous dire que la qualité de l'air au Sénégal n'est pas la même que, par exemple, ici en France. C'est déplorable. Et les services routiers. La sécurité routière au Sénégal est un gros problème. On a des accidents, on a tous perdu des proches à cause de ce genre de choses-là. On ne veut plus que ça se passe et le ferroviaire est une alternative à ce genre de choses-là. Mhm. Donc, globalement, voilà les alternatives qui peuvent être données. Ok. Ça, c'est sûr, ça, c'est très intéressant. Mais comme vous l'avez évoqué, donc le ferroviaire va faciliter le déplacement des, supposons si il y a des gens se malades, comme on l'a vu pendant la crise du Covid, on a déplacé des personnes depuis Paris jusqu'à d'autres villes en fait, qui étaient moins touchées. Donc, du coup, grâce au ferroviaire, donc, on a pu faire ça. Donc, il y a un grand bond. Mais comment, parce qu'en fait, moi, par exemple, j'entends les Sénégalais qui disent, par exemple, route telle de collègue, faire les kenn collègues parce qu'en fait, en gros, ça veut dire en fait, on ne mange pas les routes, on ne mange pas les chemins de fer. Donc, du coup, pourquoi on pense comme ça alors que, par exemple, comme vous l'avez développé, ça permet de développer, ça permet de faciliter pas mal de problèmes qui sont liés à la santé, qui sont liés aux denrées de première nécessité, qui sont liés à tous ces facteurs. Je vous disais tantôt que c'était intimement lié. Je vais prendre deux exemples qui parlent beaucoup aux Sénégalais, la santé et l'alimentation. Je vais commencer par l'alimentation. En Casamance, il y a des producteurs qui produisent, des agriculteurs qui produisent en grande quantité, mais qui pourrissent par la suite. Pourquoi on n'arrive pas à acheminer ces choses-là jusqu'aux gens qui en ont besoin? Donc, avoir des moyens de transport adaptés pourrait permettre cela. Autre chose, dans le secteur de la santé, s'il y a un accident à Diamniadio, on appelle les pompiers. Ils mettent 30 minutes pour venir, ce n'est pas de leur faute. C'est des gens compétents qui connaissent leur boulot. Mais ils n'ont pas où passer à cause de la densité de la circulation. Fluidifier cette circulation-là ferait que, par exemple, les pompiers pourraient prendre en charge les personnes en situation d'urgence un peu plus facilement. Donc, c'est des enjeux intimement liés. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec vous sur ce point. Et du coup, je vais revenir. En fait, récemment, on a eu le PSE, donc le plan sénégalais, qui facilite dans un certain point donc, le transport. Et il y a eu un projet BRT, donc un bus qui a été mis en place pour faciliter aussi le transport. Donc, pouvez-vous nous apporter votre vision critique sur ces projets sénégalais, sachant que bah, ça fait couler beaucoup d'encre. En fait, il y a pas mal de Sénégalais qui n'étaient pas en accord avec ce genre de projet. Donc, du coup, pouvez-vous nous briefer là-dessus? Oui, je vais un peu parler de ces projets-là, Mhm. notamment du BRT et du TER. Le Mhm. BRT, c'est un bus avec une voie dédiée. Mhm. C'est bus rapide transit d'un coût global de 450 millions d'euros. Mhm. Le projet porte sur la construction d'un itinéraire de 18,3 km entre le centre-ville de Dakar et la banlieue à Guédiawaye.
Il y a 23 stations sur le tronçon qui seront desservies dans 3 pôles d'échange avec 300 000 passagers transportés par jour. Et normalement, ça doit commencer à l'horizon 2022. Il comporte plusieurs composantes, normalement les infrastructures, là où va passer le bus, la flotte de véhicules et systèmes, la restructuration du réseau routier et le renforcement des capacités de suivi et de sécurité routière. Donc, c'est des volets assez importants. Ça, c'est le BRT. Le TER, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais un peu remettre les choses dans leur contexte. Il y a une phase 1 qui est quasiment achevée. Bon, j'espère qu'on va la fin bientôt. D'un coût de près d'1 milliard d'euros. Il a porté sur la construction de 36 km de voies entre Dakar et le pôle urbain de Diamniadio. La phase 2, elle portera sur 19 km entre Diamniadio et l'aéroport AIBD, l'aéroport de Dakar, d'un coût estimé à 300 millions d'euros si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce une nécessité? Pourquoi ces projets-là sont une nécessité, d'après moi? Bon, c'est un point de vue personnel. C'est à cause de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est pour favoriser les transports multimodaux. Une personne qui quitte Kébémer pour aller à Sacré-Cœur, elle devrait être capable de prendre un moyen de transport adapté jusque Dakar, pompier par exemple, et un autre moyen de transport jusque Sacré-Cœur. Et une transition adaptée avec des horaires dédiés. Donc, prenant en compte des facteurs comme la distance, la sécurité, le coût et la nature de ces transports-là. Et dans ce cas-là, pour ces tronçons-là, je pense que le BRT et le TER sont des réponses adaptées. Okay. Si le coût de ces transports-là cadre avec la population sénégalaise. On a une population assez pauvre. On ne va pas mettre des transports futuristes avec des coûts exorbitants que les gens ne pourront pas emprunter. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, il faudra faire un effort pour adapter ces coûts-là à notre population. Un autre aspect, c'est l'évolution technologique. Un projet comme le TER, c'est un projet, je dirais, révolutionnaire pour nous. Vous savez, dans la technologie, il faut suivre la marche du monde. Il y a 2 manières de suivre cette marche-là. Soit faire de grands bonds en avant pour la rattraper, comme faire des investissements conséquents comme le TER, ou réorienter cette marche-là avec de l'innovation. On n'est pas dans une démarche d'innovation, qu'on se le dise clairement, donc il faut qu'on fasse des efforts supplémentaires pour suivre cette évolution-là. D'où les projets comme le TER. Il y a aussi le volet social, le volet environnemental dont j'ai parlé. Donc, je pense que c'est des réponses assez adaptées à nos problématiques, même si elles ne répondent pas à l'ensemble de nos problématiques, mais elles peuvent nous délester de certains mots. Ouais, franchement, je suis carrément d'accord avec vous parce que le prix est un aspect très intéressant. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, notamment sur l'autoroute de Dakar, une exploitation donc, par les sociétés françaises ou européennes, donc du coup, je pense, qui est sur plusieurs années avant de le donner au gouvernement sénégalais. Donc, du coup, c'est pourquoi, en fait, on a aussi cette cherté. Et je pense que si on essaie de mieux négocier ou de mieux travailler dans ce sens, on pourra faciliter ce genre de projet à des coûts hyper moindres pour nous. Oui, bien sûr. Et d'autant plus, vous avez parlé du plan Sénégal émergent. C'est une orientation claire de ce plan-là. Le premier projet de ce PSE, c'est la ligne de desserte dont j'ai parlé, le TER, Aéroport international Blaise-Diagne, et la modernisation des 2 voies entre Dakar et Thiès. Il y a normalement une nouvelle ligne qui va quitter Dakar pour aller à Tambacounda, ensuite descendre jusqu'à Kédougou pour les mines de fer de la Falémé. Il y a la réhabilitation du chemin de fer actuel entre Dakar, Kidira, Bamako. Globalement, la réhabilitation et la modernisation des chemins de fer et des matériels roulants, c'est une initiative à saluer, mais on attend la mise en œuvre. En gardant en tête 2 problématiques majeures également. La sécurité, parce que c'est important dans le monde du ferroviaire, il y a des exigences très fortes au niveau sécuritaire. Et les coûts.
les coûts devront être adaptés à notre population. Ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et du coup, donc, comme vous l'avez dit, donc, il y a des, pour vraiment rattraper la partie technologique, donc il faut faire des bons en avant. On voit par exemple dans le monde, en fait, il y a de nouvelles technologies comme l'Hyperloop en ce moment, donc, qui sont en train de se développer. Mm. Alors qu'en Afrique, donc, on est vraiment en retard dans ce domaine. Donc, comme vous l'avez dit, la comparaison que vous avez faite tout à l'heure. Et il y a juste, je pense, le Maroc qui a une ligne de TGV récemment. Donc, du coup, le Sénégal vient d'avoir le TR qui n'est même pas en circulation pour l'instant. Et dans d'autres pays développés, on entend déjà des projets d'une autre envergure. Et du coup, qu'en pensez-vous de l'avenir de ces moyens de transport et comment l'Afrique doit se positionner par rapport à cette évolution et être acteur majeur de cette évolution? Euh, pour l'évolution, je pense que je ne suis pas devin, mais je peux donner une anecdote Ok. pour un peu expliquer cela. C'est une anecdote que je tiens de Mustapha Cissé, Mhm. qui est le directeur d'un centre de recherche de Google pour l'intelligence artificielle. Mhm. J'espère que vous aurez l'occasion d'inviter des gens de sa trempe. Ouais, euh, j'espère. pour, ouais. Donc, l'anecdote, c'est qu'à la fin du 19e siècle, Mhm. la ville de New York avait organisé un Mhm. congrès avec des scientifiques, des urbanistes, des statisticiens, des gens vraiment calés dans leur domaine. Et ils leur ont posé une question. Et la question était, dans 50 ans, qu'est-ce que sera la ville de New York? Mhm. Ils se sont réunis, normalement, durant 10 jours. Ils ont, ils ont palabré pendant un certain temps. Et au bout de 3 jours, ils sont revenus avec, avec des conclusions, Mhm. une recommandation unanime. Bon, c'était un peu bizarre. Donc, qu'est-ce que disait cette conclusion-là? La conclusion disait tout simplement que la ville de New York, dans 50 ans, n'existerait plus. Et c'était au 19e siècle. Ouais. Et la cause était que l'évolution de la population en ce temps-là, le nombre de chevaux et de calèches disponibles pour ces gens-là n'était pas, et les matières fécales qui étaient produites étaient non compatibles avec la vie humaine. Mhm. Donc, vu comment la population était en train d'augmenter et les besoins en moyens de transport et les défécations de ces chevaux-là, il n'y avait pas possibilité qu'il y ait vu vie humaine 50 ans plus tard. Mais c'est sans savoir qu'à 200 km de là, dans le Michigan, Henry Ford était en train de révolutionner le transport. Mhm. Et 20 ans plus tard, dans la ville de New York, il n'y avait plus aucune calèche. Donc, qu'est-ce que nous, on peut en tirer? D'une part, c'est que l'évolution, euh, c'est l'impact de l'innovation. L'évolution, on ne sait jamais la quantifier parce qu'on ne sait pas ce que fait un tel dans son garage ou un tel autre. D'autre part, c'est le mérite qu'a eu la ville de New York à se conformer à cette évolution-là, à voir que ça, c'était une alternative à leurs mots et se l'approprier en un temps record. 20 ans plus tard, il n'y avait plus rien. Donc, l'Afrique doit s'inscrire dans cette dynamique-là, voir les choses qui sont les plus innovantes et se les approprier Mhm. tôt. C'est un peu ça que j'ai envie de dire par rapport à votre question, comment se positionner par rapport à l'évolution du transport et être acteur de ces moyens de transport. Ouais, je pense que c'est un message fort et je pense que nous allons œuvrer dans ce sens parce que la jeunesse africaine donc, commence à être consciente. Et je pense que d'ici quelques temps, peut-être même dans 20 ans, on aura acheminé pas mal de routes sur ce chemin laborieux des technologies et du développement. Il faudrait déjà que l'on rentre chez nous, apporter notre pierre à l'édifice. On aimerait le faire, on aimerait le faire. On n'a peut-être pas les bons canaux pour le faire actuellement, Mm. mais espérons que d'ici quelques temps, ce sera le cas, avant qu'on prenne notre retraite, bien sûr. J'espère bien. Et du coup, bah, tout en se basant sur votre profil, donc, qui est très intéressant en fait. Donc, vous êtes assez jeune et pourtant, vous avez un profil très intéressant. Vous êtes dans une grosse boîte, vous pilotez des projets internationaux. Du coup, quel message pouvez-vous donner à la jeunesse africaine? Bon, je doute de ma légitimité à donner des conseils aux jeunes Africains parce que
Je n'ai encore rien fait, je n'ai encore rien réalisé. Mais je vais, sous couvert de la légitimité de certaines autres personnes, je vais donner un message. Notamment, je prendrai pour exemple le président Abdoulaye Wade qui disait qu'il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler, encore travailler. C'est juste ça que je dirais. Il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, il faut qu'on soit actif par rapport à notre développement, par rapport à notre futur. Il faut qu'on sorte de notre tête certaines mentalités, notamment la mentalité du palliatif, comme je l'appelle. Je vous donne un exemple. Vous, comme moi, quand on a un problème à Dakar, on a un problème de serrure, on trouve une alternative palliative, on met ça en œuvre, on ne change pas la serrure. Donc, on trouve des solutions palliatives, pas curatives. Et ça ne s'inscrit pas dans la pérennité ni dans la marche du développement. Donc, il faut qu'on essaie de modeler nos réflexions dans ce sens-là et qu'on fasse ce qu'il faut et qu'on travaille dans ce sens-là. Franchement, là, franchement, c'est pertinent. C'est pertinent ce que vous venez de dire et je pense que on va essayer de s'inscrire dans ce genre de projet. Et du coup, je vais vous poser une petite question. En fait, juste, pouvez-vous juste nous brosser votre partie entrepreneuriale pour ce que vos réalisations que vous avez fait là-dessus et voilà. Oui, la partie entrepreneuriale, pour l'instant, mes réalisations, elles sont dans l'ordre de l'éducation et du sport, mais c'est de toutes petites réalisations comparativement à ce que d'autres font. Donc, mais j'aimerais bien que si ça se concrétise un peu plus dans cette partie-là, peut-être que ce soit mon billet retour vers un retour à la terre-mère, le Sénégal. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, même, je pense qu'on ne doit pas négliger ces petits efforts, par exemple les petits efforts que vous faites, parce que c'est ça qui deviendront de grandes choses et qui pourront drainer pas mal de gens dans ce domaine. Même si, pour l'instant, comme vous le dites, ça prend du temps, mais ces petits Oui, projets peuvent motiver pas mal de jeunes Sénégalais et je pense que c'est très intéressant et très pertinent. Et je vous motive à aller dans ce sens, à continuer à merci le beaucoup. faire. Merci. Et du coup, monsieur Dienne, c'est quoi votre mot de la fin? Mon mot de la fin, déjà, ce sera, je tiens à vous remercier, Merci. pas Et vous aussi. pour cette interview, mais pour l'ensemble du travail que vous abattez. Vous arrivez à pointer du doigt des problématiques actuelles et à les corréler avec nos problématiques connues de tous au Sénégal et en Afrique. Et ça, c'est important. Des fois, la relation de cause à effet n'est pas faite directement. Et donc, d'où l'importance de votre travail-là. Et je vous exhorte à continuer dans ce sens-là. Et voilà. Et je remercie l'ensemble des personnes qui nous ont regardés, qui nous ont suivis. S'il y a eu des choses qui ne vous ont pas semblé justes, je vous invite à m'en faire part. Je suis disponible sur LinkedIn, par exemple, mon profil Abdou Chakour Jen. Vous pouvez me trouver assez facilement et nous pourrons échanger sur ces problématiques. Merci, merci, monsieur Dienne. Franchement, c'était un plaisir de partager ces moments avec vous. C'était pertinent et j'ai vraiment aimé les échanges. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.